Carl Fournier est architecte. Avec Olivier Marty, ils forment le duo à la tête de Studio Chaos, une agence qu'ils ont cofondée en 2000. Ensemble, ils conçoivent des projets à travers le monde, mais c'est au Maroc que leur histoire s'enracine. La lumière, les couleurs, les matières et également les odeurs de ce pays les inspirent depuis toujours. C'est aussi à eux que Fragonard a confié la réhabilitation du futur musée de la mode et du costume à Arles. Une renaissance architecturale spectaculaire, pensée dans le respect du bâti des XVIIe et XVIIIe siècles et enrichie par la vision contemporaine si singulière de Studio Chaos. Ce nouveau musée accueille la magnifique collection de costumes arlésiens acquise par la maison Fragonard. Dans cet épisode, Carl évoque ses souvenirs olfactifs les plus vifs, de la pinède de Calvi à l'immortel Corse, en passant par les effluves d'un parquet ancien ou les matières qu'il aime toucher, sentir. Avec lui, l'architecture devient un art sensoriel total. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Carl. Bonjour. On va partir depuis le début. Tu es né où et dans quelle odeur justement ? Alors je suis né à Saint-Raphaël et je suis né au mois de juin, donc je suis né dans le sud et dans l'été. Et donc l'odeur de mon enfance, c'est vraiment une odeur d'été, de mer, de soleil. C'est ce qui a marqué toute mon enfance parce que à peine né, alors que j'avais 1 mois, j'ai pris la direction de la Corse, où sont mes origines. Et j'ai passé mon premier été en Corse, puis après tous les étés de ma vie jusqu'à maintenant. J'en ai pas raté un seul. Et donc, c'est très lié à l'enfance, à la naissance, c'est l'odeur de la Méditerranée, si je devais résumer. Alors, il y a plein de choses là-dedans, mais en tout cas, voilà, le point de départ, c'est ça. Si tu demandes d'où je viens et quelle est mon odeur la plus ancienne, primale, c'est celle de la mer Méditerranée. Qui t'a accompagné dès le départ et que tu traversais du coup. J'imagine quand tu habitais à Saint-Raphaël, vous y alliez en bateau ? J'ai pas habité à Saint-Raphaël. D'accord. On y est né parce que mon grand-père avait une maison là-bas et que ma mère était en vacances chez son père. C'était aussi simple que ça à l'époque. Donc du coup, c'est un peu par hasard parce que je n'y ai jamais habité. Mais on y avait forcément des attaches parce qu'il y avait mon grand-père. Mais ouais, c'était la route pour la Corse aussi. C'est le début de l'été, c'est la route des grandes vacances. Donc ça a vraiment marqué toute mon enfance. Mais la Corse, c'était pour les vacances. Donc tu as grandi où alors ? Alors j'ai grandi dans le nord, pas très loin de Paris, à Beauvais, dans les premières années de ma vie, jusqu'à 10 ans. Et après à Avignon, plus tard, de 10 à 18 ans. Ça crée différence olfactive entre Beauvais et la Corse, j'imagine. Complètement. D'ailleurs, j'ai pas bizarrement de souvenirs olfactifs de mes 10 ans à Beauvais. Rien ne me revient. Alors que dès que je pense à la Corse et dès que je pense à la Côte d'Azur, à mes vacances dans le sud et puis même à Avignon, mais j'ai plein d'odeurs en tête. Quelles sont-elles ? La Corse, il y a plusieurs odeurs qui se bousculent, d'ailleurs peut-être un peu contradictoires. Il y en a une qui est très joyeuse, qui est liée à la plage, au sable, au sel, à la mer, à la pinède. On se baignait sur la grande plage de Calvi, qui est bordée par une pinède. Et quand il faisait très très chaud, on se mettait à l'ombre des pins. Donc il y a vraiment l'odeur du résineux qui se mélange à ça, l'odeur de la plage typique. Et puis à l'époque, on se protégeait pas les peaux comme on se protège aujourd'hui. Et du coup, c'était aussi l'odeur du monol. Mes tantes, ma mère se tartinait tout au monol, ce qui est complètement aberrant aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi cette odeur-là qui est très liée à mon enfance. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un parfum de Martin Margiela, qui s'appelle, je crois, Calvi 1972. Qui sent le monoeil ? Qui sent ça, ce que je viens de te décrire là. Le mélange de pinède, de ouais, monoeil, je l'ai acheté du coup, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est le parfum de mon enfance. Comment il a fait ? Et du coup, je le mets de temps en temps. Je le mets l'été, je l'adore. Je l'adore. Je le mets avec parcimonie parce que je pense que ça n'existe plus. Ça devait être ce genre de one-shot comme ça. Je pense pas qu'on puisse continuer ad vitam une odeur pareille, aussi niche. Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Ça m'évoque complètement ces années de bonheur aussi. Et ta Madeleine de Proust, alors, ce serait celle-ci ou est-ce que t'en as une autre ? Non, j'en ai une autre qui est liée à la Corse aussi et qui est un peu l'opposé de ça.
parce que tu vois, autant je disais celle-ci, c'est un rayon de soleil, voilà. Et là, c'est autre chose, c'est l'arrivée dans la maison. Quand on arrivait dans la maison de famille, on était souvent les premiers à arriver. Et donc, la maison était restée fermée tout l'hiver. Et il y avait une odeur très particulière. Et puis, tous les meubles étaient recouverts de gros draps blancs qu'il fallait secouer, puis laver. Il y avait cette odeur de vieille maison, de poussière. Moi, c'est une odeur que je qualifie d'odeur du temps passé. C'est comme si le temps avait une odeur. Parce que cette odeur, elle est impossible à retrouver ailleurs que dans les choses anciennes, dans les choses ancrées dans l'histoire familiale ou dans un lieu comme ça qui se transmet de génération en génération. Enfin, c'est des odeurs qui sont pas des odeurs neuves, des odeurs d'aujourd'hui, ou c'est des odeurs qui viennent du passé. Et moi, j'appelle ça l'odeur du temps. Et moi, si je devais avoir une Madeleine de Proust, c'est ça. D'un seul coup, je rentre chez un bouquiniste ou je sais, et je retrouve cette odeur. Et là, par exemple, chez nous, là à Paris, en face de chez nous, il y avait un numismatique à Paris, rue de Richelieu, qui était là, qui était une vieille boutique. Hein. Et une fois, j'ai poussé la porte et j'ai ressenti cette odeur et j'ai adoré parce que ça m'a pris et ça, j'ai repensé à ça, évidemment, à la maison, à l'arrivée, cette odeur qui te prend quand tu pousses la porte. Moi, j'insistais toujours pour être le premier. J'aimais pousser la porte et il y avait cette fraîcheur, tu vois, de la maison qui a accumulé froid et humidité de tout l'hiver passé et tu pousses et il fait frais et cette odeur te prend comme ça. Et là, j'ai ressenti ça, tu vois, dans cette petite boutique, numismatique. Et figure-toi que quelques semaines après en avoir poussé la porte pour la première fois, alors qu'ils sont vraiment en face de la maison, ils ont fermé le rideau et on ne sait pas ce que ça va devenir. Ils ont tout détruit. Et comme on est dans le premier, j'ai peur que ça devienne un bubble tea, tu vois, avec une queue de 3 kilomètres sur le trottoir. C'est dommage parce que tu vois, cette odeur du passé, forcément, elle est fragile. Elle peut à tout moment disparaître. Quoi. Donc voilà, ma Madeleine de Proust, en tout cas, c'est ça. C'est le passé, l'odeur du passé. Ouais. Oui. Parce que tu l'associes à toute cette histoire familiale. Oui, voilà, c'est je ça, pense aussi. Ouais. Et puis, oui, dans cette maison, il y a une grande bibliothèque de livres anciens, de livres rares. Et quand tu ouvres les vitrines de la bibliothèque, pareil, tu vois, paf, t'as une bouffée comme ça de poussière, de cuir, de mélange, de papier. J'aurais du mal à dire précisément tout ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu tout ça. Tu l'as décrit bien, je pense qu'on l'a bien en tête. Ouais. Oui, je pense que je suis pas le seul à voir ça en Madeleine de Proust. C'est clair. Peut-être en Madeleine de Proust et aussi en choc, un peu, parce que des fois, c'est des chocs. Oui, tout à fait. On peut avoir des chocs. Moi, je sais que j'ai mis des années à comprendre qu'il y avait une variété de jasmin que je sentais, et quand je sentais, je me revoyais chez mon grand-père. Sauf que quand j'étais petite, je ne le connaissais pas, ce jasmin, parce que je le sentais sans le voir, parce que les enfants, ils font pas attention aux fleurs. Bien sûr. Et c'est en vivant à Grasse que je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça, en fait. C'était ça le choc que j'avais à chaque fois. Ouais. Voilà. Et attends, je repense à une autre chose, c'est que dans cette maison de famille, l'été, on habitait toute la famille, on était très très nombreux. Il y avait toutes mes tantes, ma mère et mes tantes et tout ça, tu vois. Et je me suis rendu compte que ma tante préférée, c'était aussi mon odeur préférée. Et c'était Calèche d'Hermès. Quand je sens une femme qui sent calèche, tu vois, dans la rue, ça me met dans un état qui me plonge vraiment dans un état de bonheur de l'enfant, quoi. Vraiment, quand il m'arrive de recroiser cette odeur, ça me transporte. Je le dis souvent, mais au risque de me répéter, la mémoire olfactive est la mémoire la plus persistante. Donc forcément, elle a un rapport avec nos souvenirs et c'est pour ça qu'on parle de la Madeleine de Proust, que Proust avait visé juste, parce que c'est celle qui a cette faculté de nous ramener en arrière, mais de manière très précise, si on y fait un tant soit peu attention. Est-ce que tu as des odeurs que tu aimes particulièrement, qui te font saliver, par exemple ? Ah oui, alors une odeur qui me fait saliver, ça c'est lié à l'époque où on était étudiant avec Olivier et on habitait au-dessus d'une boulangerie. Extraordinaire. L'odeur des croissants, du pain au chocolat, des choses chaudes comme ça qui sortaient du four. Ça passait, je sais pas par où, par les murs, je sais pas, mais ça arrivait dans notre chambre, comme ça on était vraiment au-dessus de la boulange qui bien sûr a disparu et devenue une boutique de fringues. Cette odeur vraiment me fait saliver. Puis l'odeur du pain grillé. Chez mes parents, il y avait pain grillé. J'adorais ça. J'adorais être éveillé par l'odeur du pain grillé. Du toast, ouais. C'est une belle odeur. Ouais. Et à contrario, est-ce qu'il y a une odeur que tu ne supportes pas ?
Oui, quand tu passes dans des lieux à Paris des espèces de coins où les mecs se lâchent un peu facilement et ça c'est vraiment un truc qui me rebute. Mais alors, je peux faire des fois des grands détours pour éviter ce genre de passage. Et heureusement, là de ce côté-là, je trouve que c'est mieux, c'est un peu moins répandu. Mais à une époque, il y avait des odeurs comme ça dans certains quartiers ça peut vraiment m'indisposer même. Ça s'est beaucoup amélioré, je trouve, ces dernières années. Voilà, ça va. Ouais. Et lors de tes voyages, parce que vous faites beaucoup de voyages avec Olivier, il y a des odeurs un peu étonnantes que vous avez pu croiser. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que là, je reviens de Saint-Barth et c'est la première fois que j'y allais. Et il y avait plein de choses en fleurs. Et là où je logeais, il y a un magnifique jardin et c'était très luxuriant. Et du coup, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, donc j'ai essayé un peu de comprendre d'où venaient toutes ces odeurs. Et en fait, il y avait un gardénia. C'était une odeur incroyable. Et donc, je prenais une petite fleur de gardénia, puis je me la mettais derrière l'oreille. Ouais, voilà. Et donc, ça, c'était une découverte parce que je connaissais cette odeur, mais je ne l'avais pas attribuée spécifiquement à cette floraison, puis à ce moment de l'année, et puis surtout à cette partie du monde. En tout cas, c'était incroyable. Et puis, il y avait une autre chose très, très bonne aussi, qui est l'ylang-ylang. C'était incroyable, ça. Et puis, la fleur est très belle aussi. La fleur est très belle. Inattendue, comme ça. Et ça, j'en ai ramassé d'ailleurs, et je suis en train de faire sécher pour voir ce que ça donne. Tu fais des expériences? Oui, je fais des expériences, je fais mes petits herbiers, je ramène des choses comme ça, des voyages, et je vois, des fois ça pourrit, ça marche pas, des fois j'arrive à bien les faire sécher, mais voilà, et j'ai fait le lien entre une odeur que j'avais plus déjà croisée, mais sans savoir exactement ce que c'était, d'où ça venait et tout ça. Donc oui, de temps en temps, dans les voyages, je ramène comme ça des choses, j'adore. Et puis au Maroc, le cèdre, tu vois, là, il y a pas longtemps, j'étais à Tanger, au Nord Pinus, et dans ma chambre, ça sentait tellement bon le cèdre. Et en fait, il y avait que la porte d'entrée de la chambre qui était en cèdre. Mais ça diffusait une odeur incroyable. Mais toute la pièce embaumait le cèdre. C'était magnifique. Parmi tous les voyages que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a un pays pour toi particulièrement odorant? Je voyage pas assez pour te dire. Peut-être que le pays que je connais le mieux, c'est quand même le Maroc. Oui, ça serait peut-être lié à ça. Un des premiers chocs au Maroc, ça a été couleur épice. Tu vois, d'ailleurs, très humblement, dans les pas de Saint-Laurent, qui disait avoir découvert la couleur au Maroc. Nous, il y a un petit peu de ça. On a longtemps été quand même dans la monochromie. On avait un peu peur de se frotter à la couleur. Et je pense que c'est le Maroc qui nous y a poussé, puis qui nous y a invités. Et on est un peu plus à l'aise aujourd'hui avec les couleurs. Olivier encore plus que moi. D'ailleurs, lui est plus dans la couleur et moi plus dans l'odorat. Dans l'odorat. Oui, moi je sens, tu vois, j'achète un livre, je le sens. Je sens le papier, j'aime l'encre. Je mets très souvent les choses à mon nez. D'ailleurs, les gens, ça les étonne des fois. Ils disent, pourquoi ils sentent? Mais c'est assez naturel chez moi. Donc oui, le Maroc, c'est un mix des deux, qui d'ailleurs s'exprime aussi ensemble. Enfin, tu vois, la variété de couleurs des épices quand t'es dans les souks, c'est quand même incroyable, quoi. Et on a fait ce restaurant au Maroc qui s'appelle Sahabi. Et moi, je voulais faire une odeur pour le lieu. Bon, on l'a pas fait parce que c'est difficile de faire une odeur d'un resto. Mais j'avais envie que quand les gens poussent la porte, j'avais envie qu'il y ait une odeur. Bon, et finalement, on l'a parce que comme on a fait plafond en cèdre, on a cette odeur de cèdre qui ne gêne pas parce qu'elle ne rentre pas du tout en conflit avec les épices et avec le goût. Donc, ça marche. Mais c'est très délicat, effectivement, de parler d'odeur dans un restaurant parce que tu peux vite rentrer en conflit et ça peut être gênant. Mais au final, ça marche. Là, ça marche. Et puis, on l'a finalement fait involontairement parce que c'est pas une odeur qu'on a créée, c'est l'odeur naturelle du lieu, ce qui est génial aussi, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant d'intérieur, est-ce que tu diffuses des odeurs dans ton intérieur ou est-ce que tu associes une odeur à ton intérieur? Parce que t'es pas obligé des fois de diffuser. Oui, justement. alors depuis des années, on bosse avec une nez qui est une très très bonne amie et qui est installée en Angleterre et qui s'appelle Asie Glassard et qui crée tous les parfums des lieux qu'on crée. D'accord. On crée rarement un lieu sans créer le parfum qui va avec. Donc c'est une vraie démarche chez toi en fait. Hein. Oui. Plus que... Oui, non, on a toujours aimé ça et depuis le tout début. Et donc elle nous a très gentiment un jour créé une odeur pour nous. Génial. D'ailleurs, elle en a fait deux. Elle en a fait une pour Paris et une pour la Corse. Du coup, l'odeur de Paris... Du coup, je t'interromps. C'est son interprétation à elle. C'est pas quelque chose sur lequel tu l'avais briefé. Exactement. Ce qui est quand même intéressant. C'est une surprise. C'est une surprise. Pour moi, c'est risqué.
Mais c'est comme offrir une fringue à quelqu'un, tu vois, tu prends un risque énorme. Ou alors, faut bien connaître la personne, mais ça nous ressemble. Et ça sent quoi? T'arriverais à nous décrire un peu le... Oh là là, c'est très boisé. Est-ce que ça a une couleur? Parce que tu sais, on parle de... Les odeurs, on peut les décrire de mille et une manières différentes, mais j'aime bien aussi les décrire par la couleur. Bah, ça serait ambré. C'est Un quelque chose... peu cuivré, oui, ambré. C'est quelque chose de chaud. En tout cas, c'est une odeur chaude. Et alors, c'est une odeur, bizarrement, qui est une odeur assez hivernale. Et l'été, à la maison, ça sent le jasmin, ça sent toutes les plantes qu'on a sur les jardinières. C'est comme un jardin, parce qu'on a des jardinières hyper luxuriantes qui ont poussé de folie. On n'a pas de jardin, on n'a que des jardinières, mais ça ressemble vraiment à un jardin. Et du coup, l'été, c'est plutôt fenêtre ouverte et l'odeur de tout ça, tu vois. Printemps, été, quand tout commence à arriver, c'est plutôt ça qui habite l'intérieur, plutôt que l'autre, qui est plus une odeur qu'on utiliserait en hiver. Et en Corse, qu'est-ce qu'elle a créé? Alors en Corse, pour le coup, il y a de l'immortel dedans. Et c'est lié aussi, c'est ma passion pour les cheminées et le feu de bois. Il y a quelque chose où est lié à l'incandescence, tu vois, à l'incendie, à le côté aussi assez chaud, tu vois, mais violent. Dans l'immortel, dans l'essence d'immortel, tu retrouves ce côté un peu foin. Oui. Complètement. Ouais. Donc, il y a de ça dans l'odeur qu'elle a créée. Et alors, elle, bizarrement, elle marche été comme hiver. Quand tu pousses la porte de la maison, quand tu rentres, ça sent ça. Et c'est une odeur qui marche aussi bien été qu'hiver. Et je trouve que c'est pas toujours le cas. Comment tu fais pour définir une odeur d'un lieu que vous êtes en train de créer avec Olivier? En fait, on s'est connus, Asie et nous, on s'est connus au Maroc. Et on lui a demandé à l'époque, on lui a passé commande d'une odeur. Parce qu'il y a 25 ans, vous deviez être les seuls architectes à proposer... Ah oui, je pense, ouais. Je pense. Après, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais... Non, en tous les cas, c'était pas quelque chose de courant. Non, pas du tout. Et à l'époque, on lui avait demandé de créer une odeur spécifique pour Chaos. C'était au moment où on créait Chaos. On lui a demandé une odeur très précise qu'elle a réussi à faire, mais divinement, et qui nous a accompagnés des années. C'était l'odeur de la terre mouillée après la pluie. C'est un truc très fort, et quand ça arrive, il y a une espèce de jubilation, tu vois, il y a une délivrance. Et la terre, c'est fou le parfum à ce moment-là qu'elle exhale, quoi, tu vois. Et ça dure peu de temps, parce qu'après, c'est autre chose. Ça peut être la boue, la gadoue, c'est autre chose. C'est vraiment les quelques premières minutes quand la terre commence à se gorger d'eau, là, c'est formidable. Parfois même, ça se concrétise par une espèce de vapeur, tu vois, qui remonte du sol à cause de la chaleur. Le contact avec l'eau, il y a une espèce de nuage comme ça qui monte, un peu vaporeux, et c'est ça. Et donc, le brief était très clair, et elle a adoré, et elle a foncé, et elle nous a fait ça. Et donc, pendant des années, on a eu cette odeur-là, qui a été la première odeur du Studio Chaos. La dernière, d'ailleurs, elle s'appelle Rain on Earth. Et en fait, à l'époque, on écrivait pas mal. Et je mettais toujours un trait de Rain on Earth dans l'enveloppe, tu vois. Le fou, quoi. Et il y avait, une personne sur 10 qui le notait et qui me disait, putain, mais ça sent trop bon, le truc que tu m'as envoyé, c'est quoi, et tout. Et j'étais trop content, tu vois, quand la personne avait chopé le truc, tu vois. Ça rajeunit pas parce qu'en fait, on le fait plus, on n'écrit plus. Mais voilà. Ça, autrefois, ça se faisait d'ailleurs de parfumer le courrier. Oui, bien sûr. C'était quelque chose qui était... normal. La lettre d'amour, évidemment. Bien sûr, on l'a en tête, cette lettre d'amour parfumée. Quelles sont les autres odeurs que vous avez pu développer justement dans vos projets? Parce que vous êtes architecte, vous n'êtes pas parfumeur, mais... Oui, non, pas du tout, oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous accompagnez de manière même directive, c'est-à-dire en disant ce lieu-là, j'imagine qu'il doit avoir cette odeur-là? Des fois, on aide, on participe à la discussion, forcément. Mais c'est souvent, tu vois, des odeurs... Quand on fait une maison qui est dans le sud de la France, tu vois, on a fait une maison dans le Luberon qui est sur plan d'un champ de lavande. T'as envie que ça sente la lavande? Il y a de ça, en tout cas, dedans. Ça ne doit pas être que ça plus, mais t'as envie de ça. Enfin, forcément, c'est quand même l'idée toujours de contexte, même que dans notre architecture, c'est toujours lié à son environnement. Et puis, rentre ce télescope aussi, d'un seul coup, l'envie du client, sa propre Madeleine de Proust à lui. Tu vois, c'est une discussion. L'interprétation du parfumeur. Voilà. Et puis nous, là-dedans, on est interprète. Enfin, on n'est pas interprète, on est... Traducteur, transmetteur? Oui, voilà. Mais c'est pas nous qui la créons, et c'est pas nous qui non plus briefons, tu vois. Donc, on est juste le petit trait d'union. Mais ça
ça peut vous arriver de briefer si le client a vraiment aucune idée Ça peut arriver de briefer, oui, pour un hôtel, ça nous est arrivé, ouais. Est-ce qu'il y a une anecdote sur une odeur? Moi, par exemple, tu vois, la dernière qu'on ait faite avec Aziz, c'était pour un hôtel. Je lui ai dit, je voudrais que tu regardes le film Une journée particulière et que tu me fasses l'odeur du linge qu'elle étend sur la terrasse quand elle parle avec Mastroianni. J'adore ce film. Ouais. Voilà, c'était ça le brief, tu vois. C'est cette odeur-là. Qu'est-ce qui sent ce linge? Tu vois, il y a un truc. D'abord parce que cette époque-là, c'est pas l'odeur du linge d'aujourd'hui, c'est pas les lessives d'aujourd'hui, c'est l'Italie, c'est qu'est-ce que ça pouvait sentir, bon sang. Tu vois, cette scène est tellement belle et tout. Qu'est-ce que ça sentait? Et puis on sent que c'est pas fake. On sent que le linge sortait vraiment du lavage quand elle l'a étendu. Et donc, cette odeur-là qui a existé à ce moment-là, pendant ce tournage-là, qu'est-ce que ça pouvait être? Donc, je lui ai demandé ça et elle a fait un truc, mon Dieu. Je me suis dit, mais ça sent tellement bon. Je lui ai dit, moi, je veux ça en spray et je veux me le mettre le soir sur l'oreiller avant de m'endormir. Tu vois, j'ai envie de m'endormir avec cette odeur. C'est apaisant. C'est apaisant, c'est une odeur du propre, mais au-delà du propre. Tu vois, c'est pas juste le propre, pour l'hygiène. C'est indéfini, ça sent tellement bon. Et j'adore. Ça t'évoque quoi? Le linge? Oui, justement, ça m'évoque le linge, mais à une certaine époque. Pas le linge d'aujourd'hui. Je trouve l'odeur de la lessive très évidente, ça sent la lessive en fait. Non, là, ça t'emporte, tu vois. C'est le propre, mais au-delà du propre. Enfin, c'est pas que du propre. Je sais pas comment l'expliquer. Mais enfin, en tout cas, elle a réussi à traduire. Rien qu'en voyant ce film, tu vois, elle m'a traduit ce truc. Et je trouve que c'est juste. Alors après, bon, c'est entre elle et moi. Oui. Peut-être que je me gourre. Peut-être que le linge, il sentait pas du tout ça, ce jour-là. Mais c'était le brief. Est-ce que tu as une odeur qui symboliserait le bonheur? Tu nous as parlé de ta tante, tu nous as parlé des madeleines de Proust. C'est vrai que s'il y a la fin, tu vois, toute fin, il doit en rester une. Je crois que c'est l'odeur de l'immortel. C'est lié aux vacances, c'est lié à l'été, c'est lié au maquis, les balades dans le maquis. Et puis, c'est quand même lié à ma mère. Tu vois, ma mère a été capable, sur une route corse, de s'arrêter, mais en plein virage, hyper dangereux. Tu vois, un truc juste pour s'arrêter, cueillir de l'immortel, parce que d'un seul coup, il y avait un bosquet d'immortel énorme et elle disait non, là, on peut pas. Elle s'arrête, elle cueille l'immortel, puis après, elle faisait ce bouquet très, très compact, très, très, très serré, où ça fait comme une espèce de boule d'immortel, tout noué. Et ça, je continue de le faire, tu vois. Et elle le mettait sur la plage arrière de la voiture ou avant, tu vois, sur le devant, là, sur le tableau de bord. Et donc, avec le soleil qui tape dans la voiture et tout, tu vois, l'odeur de l'immortel devient entêtante. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Alors, j'avais un bouquet comme ça que ma mère avait fait, que j'avais récupéré, que j'ai mis dans la voiture. Et ma mère est partie au ciel et le bouquet, j'y tenais énormément. Et ça m'a mis dans un état. J'ai apporté la voiture en genre réparation, je sais pas quoi. Il y a eu un contrôle à faire. Et quand j'ai repris la voiture, il n'y avait plus le bouquet. T'imagines? Ça a été terrible. Et donc, pour moi, c'est lié parce que tout est connecté, tu vois, c'est lié à la Corse, c'est lié à l'été, ça raccroche tous les wagons d'avant. Et je dirais que c'est quand même l'immortel. Puis le mot, attends, tu vois. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'immortel, c'est quand même tellement beau, ce nom. En tant qu'architecte, est-ce que vous passez par la première étape de croquis, de dessin, de rapport à la matière, au papier, au crayon? Ah oui, bien sûr, ouais. On est persuadé qu'on peut pas créer d'emblée comme ça sur du numérique. En fait, la connexion cerveau-main, c'est pas du tout la même que cerveau-souris, cerveau-clavier, cerveau-écran. Il y a une vraie connexion, en tout cas chez Olive. Parce que moi, j'ai jamais su dessiner, c'est une catastrophe. Mais Olive, lui, crobarde beaucoup. Et ça passe par là, ouais. Moi, les idées n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent comment, toi, les idées? C'est un chemin plus chaotique. Non, c'est plus intellectuel. Puis je lui parle. Et tu verbalises. Voilà, tu verbalise, écris. Ouais. Très souvent, on a eu des projets, tu vois, où moi, j'imagine, je verbalise et lui commence à dessiner. Il commence à monter les œufs en neige, tu vois. Tu vois, moi, je casse l'œuf, c'est tout. Ouais. Et encore, on a deux façons très différentes de travailler, mais qui se complètent. Puis on le voit, chez nous. Il y a une très grande différence dans les équipes entre les gens qui savent encore tenir un crayon
crayon, dessiner, chercher une idée, faire un croquis, mais même technique, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être joli, c'est pas l'idée, hein, c'est pas la question, mais c'est pour arriver à un moment à synthétiser ta pensée ou à arriver à la rendre intelligible aux autres ou à arriver à te faire comprendre ou même à comprendre ta propre idée. À un moment, tu as besoin de dessin, tu as besoin de poser les choses, tu vois. Et ben ça, c'est en train de disparaître, hein, vraiment. C'est-à-dire aujourd'hui, les nouvelles générations, en tout cas dans notre boulot, hein, savent pas du tout faire ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout. D'accord. Eux, c'est la tablette. C'est tout de suite sur tablette et donc ils effacent aussi facilement qu'ils ont. Alors que il n'y a pas de trait faux. Si tu effaces au fur et à mesure ce que tu fais, c'est pas le truc non plus. Il y a un truc vraiment de l'ordre vraiment ce que je disais, du passage du cerveau à la main. Il y a une espèce de connexion. Dans mon imaginaire, il y a aussi le papier calque. Oui, t'as raison, le calque, c'est important. D'ailleurs, nous, on demande à ce que dans toutes les salles de réunion ici, il y ait toujours du calque, et il y en a de moins en moins. Et Olivier, ça l'énerve quand il n'y a pas de calque à portée de main, tu vois. Puis ça permet de se pas tromper, effacer. Ça permet d'expérimenter, de voir ce qui marche pas. Je me souviens que quand on était étudiant, on a acheté notre calque aux États-Unis parce qu'on adorait le calque jaune en rouleau qu'on trouvait pas en France. Et donc à chaque fois qu'on allait aux States, on revenait avec 3 ou 4 boîtes de calque américains qui est plus fin, qui ressemble un peu à du papier Bible, tu vois, très fin, et jaune. Et donc, Olive, il noircissait des kilomètres de calque américain. Et ouais, c'est très important dans notre pratique. Ouais. Alors moi, j'ai nettement l'odeur du crayon qu'on taille. Oui, ça reste... C'est vrai. En réfléchissant à notre rendez-vous, je me disais, mais finalement, est-ce que l'architecture ne serait pas l'un des arts les plus sensoriels ? Ce qui m'a fait tilt, c'est en ouvrant votre site internet, où la bande-son, elle est extraordinaire, parce qu'elle évoque plein d'univers différents, cette bande-son. Mais justement, cette bande-son du site, c'est une bande-son qui évoque les bruits de l'architecture. La résonance d'une pièce, tu vois, ce téléphone qui sonne, il sonne pas du tout de la même façon, suivant la pièce, comment elle est, si elle a de la moquette ou pas, si, tu vois, la résonance des choses. Enfin, la bande-son du site, elle est vraiment faite pour évoquer les sons de l'architecture. Tu vois, les bruits des pas dans le gravier, où on ne sait pas si c'est de la neige ou du gravier, mais il y a un bruit très spécifique. Aussi, à un moment donné, on a l'impression d'être dans un jardin. Il y a un peu la nature, les oiseaux aussi, les feuilles. Et puis, effectivement, il y a un repas dehors, et il y a les enfants qui jouent, il y a le bruit de la piscine au loin, les enfants qui plongent dans la piscine. Et il y a tout ça. Mais c'est toujours lié à un lieu, à une maison. C'est ce que moi j'appelle les bruits de l'architecture. Mais effectivement, le site rend hommage à ça, quoi. C'est vrai que ça réunit quand même beaucoup de nos sens. Tu as parlé tout à l'heure du cèdre. Est-ce qu'il y a des matériaux ou des choix qui peuvent être faits en fonction de leur odeur éventuelle ou pas d'ailleurs, ou de leur non-odeur? Parce qu'on peut aussi choisir un matériau parce qu'il n'est pas intrusif. Bah oui, il y a des matériaux qui ne sentent pas, ou en tout cas pas... Très peu. Oui, mais après, par exemple, je trouve que la chaux a une odeur. Un mur à la chaux, pour moi, la pièce a une odeur particulière. Une odeur de calcaire, une odeur minérale. Je sais pas. J'ai pas les mots. Mais tu vois. Mais tu la reconnais, par exemple. Mais oui, je la reconnais. Ouais. J'adore. Ouais. Oui, quand même. Tu vois le parquet, le bois. Parquet. Mais alors, regarde à Arles. Le musée de la mode et du costume, donc on va ouvrir très très prochainement. Bien sûr, qui nous a fait nous rencontrer. Ah ouais, le parquet, mais il est dingue. Oh là là, C'est quoi ce parquet? Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce parquet? C'est du châtaignier. C'est du parquet de récup, donc qui a déjà vécu, donc ça rejoint ce qu'on disait sur l'odeur du temps. Avec un truc neuf, t'as pas ça. Non. Ça, c'est important pour toi, justement. En plus dans ce lieu. Tu vois, c'est quand même génial dans un hôtel particulier 18e d'arriver à utiliser des matériaux qui ont déjà servi, qui ont déjà eu une vie avant et qui traînent du coup avec eux, déjà dans leur aspect visuel, mais là aussi dans leur odeur, tout ce qui s'est passé avant. Ce parquet, il a une odeur. Et alors, c'est marrant, quand on y était là la semaine dernière, tout le monde a noté. Ah tu pouvais pas ne pas noter. C'est quand même dingue. Non, mais c'est rare que les gens te fassent une remarque. Sur l'odeur du parquet, qui va rester à mon avis un petit moment. J'espère. Qui
pourrait être d'ailleurs d'une certaine façon la signature olfactive de ce lieu. Ça peut en faire partie. Ça peut en faire partie, ouais. Et il est très très beau visuellement, il est aussi très étonnant, et puis ces petites plaques de métal qui sont des pansements en fait. Qui sont des pansements, ouais. À la place de nœuds qui ont disparu ou qui se sont abîmés avec le temps. Et qui sont remplacés par un petit pansement en métal très beau, en acier. Moi, je trouve qu'on pourrait carrément décrire un chantier juste en odeur, de sa démolition complètement. À la remise des clés au propriétaire. C'est vrai, c'est marrant, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Parce complètement. Tu sais que l'odeur du gros œuvre, pas du tout la même. C'est une odeur humide, tu vois, c'est une odeur qui vient des catacombes, c'est une odeur... De la cave, il y a souvent des odeurs de cave qui remontent. Oui. Tu vois, ça, c'est vraiment une odeur qui est quand tu es dans le gros. Et qui est spécifique parce que tu retrouves ça sur un chantier. Enfin, je trouve qu'on peut le retrouver sur plusieurs chantiers. Ah oui, tous les chantiers. Tous les chantiers. Quand on est vraiment au début, dans le gros œuvre, dans la démolition. Alors, la démolition, c'est plus une odeur de poussière. Ouais, c'est une odeur de chose qui s'en va et que le vent va balayer. Après arrive une odeur qui vient vraiment de la terre, qui est plus profonde, plus humide, qui est l'odeur du gros œuvre, de la mise en œuvre des choses, où là, l'eau a son importance, tu vois, parce que c'est le liant, enfin, t'en as besoin pour tous les liants, que ça soit ciment, chaud ou autre. Puis il faut que les choses sèchent, tu vois, quand tu fais coffrage en béton, tu décoffres, il y a cette odeur d'humidité, puis qui s'en va petit à petit. Et après, il y a des odeurs plus subtiles qui arrivent, qui sont les menuisiers quand ils rentrent, tu vois, et qu'ils ajustent leurs ouvrages sur place. C'est pour ça que tu peux pas mettre des fenêtres en PVC, c'est pas possible. C'est honteux. Moi, j'en profite pour le dire, ça n'a rien à voir, parce que le PVC, ça sent rien. Donc, on peut pas mettre une fenêtre qui sent rien. Pas possible. Ou en aluminium. Moi, je suis un ennemi de tous ces machins-là. C'est terrible. Puis, ça défigure nos villes, nos villages, tout. C'est-à-dire, même dans Paris, maintenant, t'as des immeubles haussmanniens avec des fenêtres en PVC, quoi. C'est pas possible. Et de toute façon, on va découvrir voire on l'a peut-être déjà découvert, que le PVC... Mais c'est dégueulasse, on le sait déjà. Oui. Ça, je te le dis. C'est cancérigène dans tous les... Ça je sais pas, mais en tout cas, dans le temps... Ça vieillit mal. Ça vieillit très mal, ça se met à couiner au bout de quelques années, parce qu'en fait, c'est assemblé dans les angles. Donc, en fait, c'est un assemblage qui, au bout d'un moment, joue, tu vois, avec le temps, la chaleur et tout ça. Donc, ça couine, ça ferme plus. Et une fenêtre en bois, tu la reprends, tu la répares, elle peut durer plus d'1 siècle. Enfin, mais quand les menuisiers arrivent, t'as cette odeur... dingue. Qui doit être le moment préféré pour toi? J'aime beaucoup. C'est l'odeur du bois. Ouais. Tu vois, ça rabote, ça scie, ça. Là, le bois, d'un seul coup, exhale son odeur. Et puis tu as tes odeurs de vernis. Alors là, moi, j'adore ça. Je peux me shooter. Aux odeurs de vernis. Ça doit pas forcément être très bon. C'est pas grave, mais ça sent. Il y a un côté très addictif, je pense, sur les odeurs de vernis. Et puis après, t'as les peintures fraîches. Les peintures. Mais c'est vrai que t'as raison. On peut vraiment, rien que par l'odeur, on devrait pouvoir dire à quel stade on en est du chantier. Ouais. C'est génial. C'est une visite olfactive. Une visite olfactive du chantier. Et surtout, de pouvoir se dire que ces odeurs se retrouvent, en fait, d'un chantier sur l'autre. En regardant un petit peu le musée Yves Saint-Laurent, le musée qu'on est en train de faire et finaliser à Arles, le musée de la mode et du costume, il y a un fil rouge dans toute votre œuvre avec Olivier, c'est ces matériaux que vous mettez en avant. Le côté matériaux bruts, la brique, la pierre, le pierre, bois, exactement. Est-ce que c'est un choix? Oui, bien sûr. J'imagine, mais... il y a l'idée d'éviter au maximum les produits manufacturés, trop transformés, d'éviter aussi les choses trop high-tech, les nouveautés, tu vois, de rester très simple, mais utiliser de façon contemporaine. C'est-à-dire, c'est pas forcément, tu vois, le bois, ça peut être aussi très moderne, la pierre aussi, enfin... je trouve que justement, toutes ces matières brutes, elles ont plus d'odeur, à mon humble avis, mais après tu me diras si j'ai raison ou pas, par rapport à du béton, qui finalement... Oui, parce qu'elles sont pas trop transformées, elles véhiculent aussi quelque chose de cet ordre-là. Mais et du passé, tu parlais du passé tout à l'heure, et du temps qui passe, il y a un lien aussi, je trouve, avec ça, de retravailler la pierre. Parce que c'est des matériaux qui vieillissent bien, tout simplement. Les matériaux bruts sont des matériaux qui vieillissent bien. Si je te dis Arles, est-ce que tu l'associerais à une odeur? Oui, tu sais, parce que comme moi j'ai vécu à Avignon, j'ai traîné mes guêtres à Arles, enfant et tout ça, et pas que Arles, dans la région. Pour moi, c'est lié à la Camargue, évidemment. Je ressens pas forcément, tu vois, cette odeur dans Arles, mais quand j'évoque Arles, quand j'y suis pas,
Là, par exemple, parce qu'on en parle, je pense à tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et j'ai l'odeur de tout ce qu'il y a autour, que j'aurais du mal d'ailleurs à définir. De la Camargue? Oui. Salé un peu, hein. Moi je trouve un côté très salé. Mélange de foin et de sel dans ma tête. C'est humide, oui, il y a l'odeur de quelque chose de coupé aussi, d'herbe coupée. Foin coupé. Et puis bon, pour moi, c'est lié aussi à l'odeur de la tauromachie, tu vois, l'odeur des arènes. J'ai cette odeur du sol chauffé, des arènes là, avec cette poussière, un peu cette terre, justement aride. Oui. Tu vois, ça fait partie évidemment de l'imaginaire d'Arles. Ah non, mais attends, il y a une chose extraordinaire à propos d'Arles. C'est fou que j'ai découvert très très tardivement. L'année dernière, avec l'expo Sofical, j'ai découvert les cryptoportiques. Oui, les cryptoportiques, et l'odeur. Ah oui, là... Plongé dans l'Antiquité. J'avais l'impression d'une odeur antique. J'ai adoré. C'était une expérience. Il y avait des petites flaques d'eau. Oui. Et maintenant, Arles, tu vois, pour moi, maintenant, c'est vraiment très lié à cette odeur, au cryptoportique. Mais surtout c'est agréable d'aller dans ces lieux quand il fait chaud. Parce qu'à Arles, juillet-août, c'est quand même bien chaud. Oui. Et de descendre de 10 degrés, tout d'un coup, on a l'impression c'est un peu comme la pluie après... Oui, exactement. La terre après la pluie. Oui, il y a de ça. On retrouve... Mais cette odeur qui vient de l'Antiquité presque, tu vois, qui vient de loin. Merci beaucoup, Karl, pour ce voyage en architecture olfactive. Merci à toi. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Gautam Choukla a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, rendez-vous le mois prochain. Merci de votre écoute et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, laisser des étoiles, un commentaire et surtout à partager le podcast autour de vous.